La science CQFD, Natacha Triou. Et si les premiers à avoir posé le pied sur la Lune avaient été soviétiques plutôt qu'américains? C'est le pitch de départ de For All Mankind. La diffusion de la 4e saison de cette série de science-fiction a commencé sur Apple TV. Et si le 21 juillet 1969, le premier homme sur la Lune avait été non pas Neil Armstrong, mais Alexei Leonov? Quel électrochoc cela aurait été-il Ronald D. Moore, le créateur de cette série, réécrit l'histoire et met en scène une course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis qui ne s'est jamais finie. À chaque saison, une décennie après la conquête de la Lune, puis de Mars, cap sur les astéroïdes. Cette uchronie mêle fiction et éléments historiques pour finalement mieux regarder notre époque. For All Mankind, et si la Lune avait vu rouge? Roland Lehoucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, enseignant à Sciences Po et à l'Université Paris-Cité. Émilie Kerbalek, bonjour. Bonjour. Vous êtes novelliste, romancière de SF et notamment d'une uchronie, Les Chants de Neuilly en 2022 chez Albin Michel. Et Ariel Kirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et notamment de l'essai dans les imaginaires du futur et directeur de l'anthologie de science-fiction Nos Futurs Solidaires. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez, un grand merci parce qu'on apprend que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter France Culture et de plus en plus nombreux à écouter notre émission. Merci immensément, ce sont des résultats qui nous obligent. Alors qu'est-ce qu'une uchronie ? Que permet cette uchronie qui est For All Mankind? Alors que dans notre monde réel, le programme Artemis prépare le retour des États-Unis sur la Lune en 2025, que la rivalité technoscientifique avec la Chine se durcit et que l'espace s'arsenalise, quel regard la série porte sur notre époque? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. La saison 1 commence en 1969, la saison 2 en 1983. La 3e saison se déroule dans les années 90, la 4e dans les années 2000. On découvre la bande-annonce. Les Russes avaient mis le premier homme sur la Lune. Ça va mettre le pays à 2 pas de la guerre nucléaire. Ce sera irréversible. La course à la planète Mars. Pas question d'être deuxième une deuxième fois. Nous faisons le tout premier pas vers le grand rêve d'une colonie martienne autosuffisante. On est exactement le genre de gars qu'ils recherchent. Sur Mars, je pourrais me retrouver à faire un truc auquel j'aurais même jamais rêvé. Pendant les 2 prochaines années de votre vie, voilà votre nouvelle maison. Qu'est-ce qui se passe? Un événement incroyable. Cet astéroïde, Ed, ça améliorerait le sort de l'humanité à jamais. Il y a plus d'iridium sur 2003 LC qu'on en a exploité dans toute l'histoire de l'humanité. Nous pouvons capturer le corps le plus précieux de tout le système solaire. Les Nord-Coréens, la CIA, le KGB, tout le monde veut sa part du gâteau. Tu fais ça pour la justice, pas pour te remplir les poches? Qu'est-ce que tu feras de ton fric si t'es mort? J'ai toujours pensé que je partirais dans une glorieuse explosion. Je vais récupérer ce caillou, quitte à y laisser ma peau. On n'a pas le moindre pouvoir sur cette base. Viens jusqu'ici, à des millions de kilomètres de ma famille, et on m'a menti. Il va y avoir d'autres blessés. Aujourd'hui, vous regardez vos comptes en banque débordés. On bâtit un nouveau monde pour notre avenir à tous. T'es prêt à entrer dans l'histoire? Toujours, mon ami. Et voilà pour la bande-annonce de cette saison 4. Roland Lehoucq, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette série? Alors moi, j'ai pas tout vu la série encore, je suis en train de la visionner. Ce qui m'a frappé, c'est vraiment j'ai la saison 1, bien sûr, que j'ai vu entièrement, la saison 2 que je suis en train de finir. Et dans la saison 1, ce qui m'a beaucoup plu, c'est précisément le choc de la fin du premier épisode, où on voit d'abord un astronaute soviétique devant les yeux éberlués des Américains qui met le pied sur la Lune. Et puis surtout, et mieux encore, la fin de l'épisode 2, de la saison 1, où cette fois-ci, c'est une femme soviétique qui met le pied sur la Lune. Alors les Américains sont complètement détruits, parce que là, non seulement c'est 2 fois les Soviétiques, et en plus avec une femme, c'est-à-dire que les astronautes, eux, américaines, sont là à dire, et nous alors, les Ruskov, là, ils mettent des femmes sur la Lune, et nous, on fait quoi? Et donc, ça les met une 2e fois en PLS, et ça, c'est assez cool. Émilie Kerbalek. Moi, j'aime beaucoup cette série. Je la trouve hyper enthousiasmante. Ça change un petit peu de la science-fiction apocalyptique, hyper sombre. Et vraiment, c'est une intrigue qui donne bien la pêche. J'aime beaucoup la bande-son qui est très rock. Et elle est
très bien écrite, il y a des dialogues excellents, donc c'est vraiment hyper réjouissant en fait. C'est vraiment un plaisir. Ouais, c'est un plaisir de chaque instant en fait. Et puis il y a beaucoup de références internes en fait à la science-fiction, à d'autres œuvres de science-fiction à l'intérieur. On s'amuse à décrypter un petit peu l'histoire à travers voilà, tous ces petits indices qui sont disséminés partout, donc c'est un vrai plaisir. En effet, on peut parler de SF optimiste, Ariel Carrou. Optimiste, je sais pas. Voilà, c'est une vraie question. En fait, ça supposerait qu'on puisse savoir ce qu'est le pessimisme en science-fiction et l'optimisme, ce qui est pas certain. En fait, en revanche, c'est une véritable uchronie. Voilà, et ça, c'est un très beau genre pour réfléchir, pour penser. Hein, l'uchronie, c'est le et si. Et si tel événement n'avait pas eu lieu, et si effectivement les soviétiques avaient mis le premier pas sur la Lune un mois avant les Américains, et ça, c'est très formateur. C'est quelque chose d'absolument majeur, parce que tout simplement, ça nous permet de nous souvenir que l'histoire n'est pas quelque chose d'écrit par avance. C'est quelque chose de contingent. Je veux dire, n'importe quel acte insignifiant peut changer l'histoire et permettre de faire comprendre au public qu'il a, lui aussi, la possibilité de changer son histoire, voir l'histoire avec un grand H. C'est quelque chose d'absolument majeur aujourd'hui. Par rapport justement à la SF optimiste et par rapport à cette uchronie, en effet, ça c'est le genre de For All Mankind. Et pour reprendre les mots du philosophe Charles Renouvier, l'uchronie, c'est l'histoire telle qu'elle n'a pas été, telle qu'elle aurait pu l'être. Ici, la série a plutôt tendance, il me semble, à tendre vers l'utopie, c'est-à-dire une version de l'histoire telle qu'on l'aurait préférée, il me semble, Émilie Kerbalek. Ouais, oui. On aimerait bien que les choses se passent comme ça, que ce soit voilà, que ce récit de conquête spatiale qui est un peu réinvesti, réenchanté, là, ça corresponde à la réalité. Bon, moi, je suis assez d'accord avec Ariel Kirou. C'est de la belle fiction, c'est un beau mensonge, comme on dit, mais on a envie d'y croire. Quand on est dedans, on a plaisir à regarder ça. Qu'est-ce que permet cette uchronie-là, en particulier, selon vous, Émilie Kerbalek ? Déjà, ça permet de rembobiner un petit peu l'histoire de la place des femmes et des minorités aux États-Unis. Donc c'est vu à travers le prisme de la conquête spatiale. Donc c'est hyper sympa de voir que des femmes auraient pu être présentes dès le début, ainsi que les minorités, etc. Donc ça, c'est quelque chose de plaisant. Il y a aussi ce que ça montre comme histoire, finalement. Au prétexte que les Russes sont arrivés d'abord sur la Lune, ça montre l'histoire de la conquête de l'espace telle qu'elle était rêvée, imaginée à l'époque où elle a démarré. C'est-à-dire ce qu'ils font quand on voit les Américains qui projettent d'aller sur la Lune à la fin de cette décennie, Kennedy qui lance le grand projet, etc., le grand projet lunaire, qui aboutit finalement à une réussite, et puis une réussite qui finalement est sans intérêt. Ils ont été Apollo 11, 12, 13, il y a eu un problème, 14, 15, 16, 17, et après ils arrêtent. Il y avait 18, 19, 20, 21, ils ont arrêté. Ils n'ont rien fait sur la Lune, finalement. Ils ont ramassé des cailloux. Il y a eu des choses intéressantes géologiquement parlant, mais sinon, il ne s'est rien passé. Et on se prenait à rêver à cette époque qu'on allait pouvoir... la Lune, c'est fait. Alors maintenant, on va commencer à faire une base. Et puis ensuite, ça sera Mars comme avant-poste. Et puis ensuite, on sera une colonie martienne. Bref, ils montrent dans ce film ce qu'ils espéraient, rêvaient faire à cette époque, sous leur propre impulsion, alors que dans le film, c'est sous l'impulsion. Il y a eu un titillement qui vient des soviétiques qui a permis de garder cette énergie, cette impulsion-là, qu'ils ont finalement perdu, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Lune ? Le bilan, c'est quand même pas grand-chose. On a ramassé 300 kilos de cailloux. C'est fort intéressant pour la géologie, mais on aurait pu le faire avec des robots. En effet, dans le monde réel, la fin des missions Apollo 17 en 72, et là, dans la série, ça va jusqu'à Apollo 24, il me semble. On va pas trop encore... Oui. Fais attention, on va pas trop y spoiler. Pour continuer un peu justement ce tour d'horizon, ces quelques mots de présentation, c'est une série qui a été imaginée par Ronald D. Moore. C'est un vétéran des séries spatiales, Star Trek, Battlestar Galactica. La série a été diffusée au moment du lancement de la plateforme Apple TV en novembre 2019. Ariel Kirou, on peut dire que c'est la plateforme la plus tournée vers la SF ? Oui, clairement. Quelques exemples assez récents. Silo de Hugh Howey, qui est sorti tout récemment. Severance, qui est une magnifique série avec notamment John Turturro et Christopher Walken qui tombent amoureux. Fondation, totalement réinventé en fait, donc inspiré donc par Isaac Asimov. Donc oui, c'est très clairement la chaîne qui mise de la façon la plus claire sur la science-fiction. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et après, sur l'utopie et la dystopie, je voulais juste préciser une chose qui, pour moi, est très importante, c'est que les premiers épisodes de la série, ils montrent que la NASA est une dystopie. Voilà, c'est une dystopie patriarcale, masculiniste et militaire. Donc c'est vraiment, on est en pleine dystopie. C'est-à-dire que par rapport au monde d'aujourd'hui, ce qu'on découvre dans la première saison,
c'est l'horreur. Je veux dire, c'est Werner von Braun comme star et aucune femme qui peut avoir quelque boulot que ce soit. Je ne parle même pas de l'homosexualité. Bon, donc voilà, c'est quand même ça qu'il faut bien montrer. Et après, ce qui se passe, c'est cette dystopie. Et le pire de la dystopie, la guerre qui a la plus grosse entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui, dans des logiques de compétition, crée un phénomène accélérateur du temps. En fait, ce qui fait que c'est comme si on était aujourd'hui, voire dans quelques années, au niveau notamment de cette question des mœurs. Hein. Donc voilà, c'est juste ce mécanisme qui pour moi est très important, qui est vraiment de l'ordre de l'Uchronie, de l'ordre de la science-fiction, et qui joue sur la dualité entre la dystopie constatée et l'utopie telle qu'elle pourrait advenir, mais une utopie vraiment relative, parce qu'on reste dans un système compétitif américain et ultra-capitaliste. Émilie Kerbalek. Il faut reconnaître que oui, mais néanmoins, ça donne un moteur narratif très puissant. C'est très accrocheur. Ce qui est rigolo de constater, c'est que ce déroulé en fait de la conquête spatiale, ce récit, donc d'abord l'homme dans l'espace, puis l'homme sur la Lune, puis Mars, les bases avaient déjà été posées par Werner von Braun justement et d'autres, avec une émission de vulgarisation scientifique. J'ai découvert ça en me documentant. Qui était Disney, oui, avec Disney, voilà. Il y avait l'homme dans l'espace, l'homme sur Mars. Donc tout un grand documentaire de Werner von Braun avec Walt Disney pour présenter les projets de von Braun d'exploration, de colonisation, d'exploitation des ressources minérales de la Lune, d'aller sur Mars. Enfin bref, ce qu'on voit, ce qui est exact. En fait, c'est le plan von Braun qu'on voit dérouler peu ou prou dans For All Mankind. C'est une émission qui a été. Ah oui, il faut rappeler, c'est un personnage historique qui apparaît en effet dans la saison 1. Je vous laisse poursuivre, Émilie Kerbalek. Donc, comme dit Roland, effectivement, et ça a été diffusé de 1955 à 1957, je crois, à une époque où la télévision tenait une part hyper importante dans les foyers américains. Donc ça a été vu par des millions d'Américains. Et d'ailleurs, dans la série, ce qui est rigolo, dans la première saison, on voit toute la place que prend la télévision dans le foyer américain moyen. C'est très bien représenté. Et donc, c'est les rêves de von Braun ont participé à forger ce rêve spatial, en fait, cet imaginaire spatial chez les Américains. Et ça, c'est... Et donc, oui, et on le voit dans la saison 1, qui est Werner von Braun, c'est quand même un ingénieur nazi qui a travaillé pour les nazis et qui a fabriqué les V2, littéralement, qui est le fils intellectuel de Hermann Oberth, aussi un des grands fondateurs de l'astronautique mondiale, avec Tsiolkovsky, le russe, justement, Konstantin Tsiolkovsky, dans les années 1890 pour le russe. Et donc, von Braun qui met au point les V2, qui utilise la force de travail des prisonniers à Dora, au camp de Dora, pour fabriquer les V2. Enfin, c'est pas un gars gentil quand on le voit du côté, disons, des Alliés. En même temps, finalement, il se retrouve aux États-Unis, on vérifie, qu'il est dans un coin, que ça se passe bien. Puis après, c'est lui qui va forger complètement le programme spatial américain. Donc, il y a quand même un retournement de situation assez étonnant, pour dire le moins. Mais oui, il a de grandes oreilles, en fait, Werner von Braun. En fait, c'est une bonne petite souris. Voilà, avec un accent légèrement nazi. Mais bon, non, tout ça pour dire que ce qui est fascinant dans cette série, et qui justement lui permet à la fois de frôler la dystopie et de frôler l'utopie, c'est ça. En fait, et ça nous révèle des éléments historiques qu'on a tendance à oublier, comme celui-là. Ça nous révèle aussi à quel point, en fait, le Pentagone et la NASA sont main dans la main, à quel point l'un est indissociable de l'autre, à quel point, assez vite, le monde du privé aussi va profiter de tout ça. Donc, il y a cette partie-là, en fait, qui à mon sens, est vraiment dystopique et très contemporaine, mais il y a aussi, effectivement, la part utopique dont on a déjà parlé, dont on a commencé à parler, qui est-ce qu'au fond, dès lors en plus que c'est une femme que les soviétiques envoient dès le deuxième vol, est-ce qu'au fond, une telle compétition ne peut pas, parce que l'un veut être plus émancipateur que l'autre, aboutir à une accélération vers le meilleur et pas simplement vers le pire, notamment effectivement sur cette question, par exemple, de la reconnaissance des personnes homosexuelles ou transgenres. Oui, et c'est aussi ça qu'il faut noter, c'est qu'il s'agit d'une production américaine et la série pose quand même un regard finalement assez critique sur les États-Unis. On a fait attention jusqu'à présent à ne pas trop spoiler. À partir de maintenant, nous risquons de le faire. On va voir que la série explore aussi les innovations de rupture qui auraient pu naître d'une conquête spatiale soutenue dans le temps. Quelles sont-elles ? Restez avec nous. France Culture. La science CQFD.
Natacha Trio. En direct sur France Culture, avec Roland Lehoucq, Émilie Kerbalek et Ariel Kirou, nous parlons de la série For All Mankind, une série qui s'amuse à rejouer et remodeler le passé, notamment celui de la conquête spatiale. Nous venons de voir comment, avec de petits faits initiaux, l'histoire est modifiée, comment la conquête spatiale continue. On vient donc de définir ensemble ce qu'est une uchronie. Alors, on l'a dit, beaucoup de faits historiques, beaucoup d'images d'archives sont utilisées. Et la série part justement sur ce point de départ, Roland Lehoucq. Est-ce que les Russes auraient pu poser ce premier pied sur la Lune, cette victoire américaine, est-ce qu'elle n'est pas passée loin? Il paraît que ça s'est joué à peu de choses. Oui, alors je ne suis pas un fin connaisseur de l'histoire soviétique du côté de l'astronautique soviétique. Elle est moins connue aussi, elle est moins diffusée. Mais il est certain qu'ils avaient des projets de fusées lunaires et qu'ils ont sans doute échoué parce qu'il y a eu des tensions internes. Ils n'ont peut-être pas réussi à se mettre, disons, en ordre de bataille, en un seul bloc et tout le monde y va. Et à la fin de la décennie, nous serons sur la Lune, comme l'avait lancé Kennedy. Et ils étaient, effectivement, c'est eux qui ont fait toutes les premières d'abord. Donc on ne peut pas douter que du point de vue des compétences techniques, d'ingénierie, des compétences scientifiques, ils aient les moyens d'aller sur la Lune. Ils ont fait toutes les grandes premières spatiales. Comme lesquelles? Là, d'abord, le premier objet en orbite autour de la Terre, ça c'est quand même Spoutnik. Alors évidemment, ça a beaucoup inquiété les Américains d'avoir Spoutnik en 57 qui tourne autour de leur tête en disant ça y est, les Soviets vont nous regarder de là-haut. Les Russes étaient plutôt contents de la fusée qui était un missile intercontinental. Ils étaient contents de leur grosse fusée. Et les Américains étaient inquiets du petit machin qui faisait bip bip au-dessus de leur tête. Et ils ont compris que la grosse fusée, elle pouvait faire d'autres plans. Et puis ensuite, ils ont envoyé Gagarin, alors tout un tas de premières avec la chaîne Laika. Enfin, il y en a vraiment toutes les grandes premières spatiales, ce sont les Soviétiques. Et le premier humain dans l'espace, Yuri Gagarin, en avril 61, ce sont encore les Soviétiques. Encore une fois, un gars monté sur une capsule au sommet d'un missile, quoi. C'est un peu toujours ça la situation. Et c'est vrai aussi des Américains. Les premiers Américains qui vont dans l'espace, ils sont montés sur des missiles. Donc, ce qui était des missiles. Après, c'est devenu des lanceurs. Mais au début, c'était franchement des missiles. Et donc, comme usage. Et donc, du coup, les Russes, il n'y a aucun doute qu'ils avaient les moyens techniques pour aller sur la Lune. Et peut-être, alors, comme je ne suis pas assez fin connaisseur, il y a eu des frictions internes qui ont fait que leur programme n'a pas pu aboutir et que ce sont les Américains qui, finalement, sont arrivés les premiers. Alors, on a derrière moi en studio une image assez iconique, justement, de la série. Est-ce que je peux vous demander de nous la décrire, Roland Lehoucq, et de nous servir d'être nos yeux? Ah oui, alors je peux vous la décrire et on peut même faire une analyse, c'est-à-dire voir qu'elle est pertinente, enfin, au regard de la série. Alors sur cette image, qu'est-ce qu'on voit? On voit un astronaute de dos, qu'on imagine soviétique, parce qu'il tient dans la main un drapeau soviétique. Bon, donc il n'y a pas de raison que ce soit un Américain qui tienne un tel drapeau. Il est face à la Terre que l'on voit, comme posé un peu au-dessus de l'horizon, de l'endroit sur la Lune où il se trouve. Le fond du ciel est noir, il n'y a aucune étoile dans le ciel, on voit un clair de terre. La Terre a l'air légèrement éclairée, le Soleil semble venir du dessus de l'image. Alors sur une image comme ça, on sait où il est sur la Lune, ce personnage, parce que vu depuis la Terre, la Lune nous présente toujours la même face. Et donc sur la Lune, il n'y a pas 50 solutions, soit vous êtes du côté de la face cachée et vous ne voyez pas la Terre, soit vous êtes du côté de la face visible et vous voyez la Terre dans une position dans le ciel de la Lune qui est toujours la même. La position de la Terre dans le ciel de la Lune ne dépend que d'une chose, votre position sur la Lune. Et pour que la Terre soit comme ça, posée sur l'horizon, il faut être au voisinage de l'un des pôles de la Lune, soit le pôle nord, soit le pôle sud. Et mieux, comme la taille de la Terre est 4 fois la taille de la Lune, la taille apparente de la Terre est donc 4 fois la taille apparente de la Lune vue depuis la Lune, 1/2 degré pour la Lune vue depuis la Terre, 2 degrés donc pour la Terre vue depuis la Lune. Et comme on voit à peu près un rayon terrestre entre l'horizon, la Terre est à 1 degré au-dessus de l'horizon. Ils sont donc à 89 degrés de latitude nord ou sud sur la Lune. Sans doute sud, parce que c'est là où se trouve le cratère Shackleton, où ils vont faire leurs ébats, si j'ose dire, leur discussion avec les Soviétiques dans la série. Donc ils sont sans doute à 89 degrés de latitude sud sur la Lune, ce qui est exactement l'endroit où se passe l'action du film. Donc cette image est cohérente avec le film. Oui, c'est vrai que le créateur, en effet, a insisté sur le fait de créer une série qui était scientifiquement plausible, proche de faits scientifiques. Et on a aussi des faits historiques qui sont vraiment passés, comme par exemple, je pense également aussi à ce mécanisme d'amarrage pour que ce ne soit pas des prises mâles et femelles, parce que ni les Soviétiques ni les Américains ne
ne veulent être la prise femelle. Et ça s'est vraiment produit, par exemple, Émilie Kerbalek. Probablement. Je ne sais pas. Mais il y a d'autres... Oui, j'ai un exemple. Ils reprennent tous ces éléments, effectivement. Donc, comme toujours, une bonne fiction, c'est un mélange de vrai et de faux. Le vrai, pour que, évidemment, ça soit plausible. On est dans la science-fiction, donc il y a une rationalité. Il faut qu'il y ait une rationalité technique, des éléments techniques qui tournent, qui soient plausibles, pour le moins, au moins plausibles, éventuellement véridiques. Et puis du faux. On invente des choses, on rajoute des choses, parce que, bien sûr, les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Il y a deux exemples, en fait, qui moi, m'ont assez frappé. En fait. Bon, le premier, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est l'histoire de Laïka. C'est-à-dire qu'au moment où les Américains commencent à discuter avec des Soviétiques, à un moment donné, on a un Soviétique, une sorte de grand baraquet comme ça, qui en gros pleure sur Laïka. Il dit mais le nombre de chiens, de singes qui sont morts pour ça, en fait, voilà. Donc là typiquement on dit voilà, on les a assassinés. Et elle est voilà, on en fait une héroïne, mais Laïka, mais elle a été juste envoyée pour mourir quoi. Et est-ce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait? Non. Donc voilà. Donc ça m'a beaucoup amusé. Et l'autre point où j'ai été vérifié tout de suite, je me suis dit mais ça me dit quelque chose, c'est qu'à un moment dans la série il y a une scène, il y a un gros suspense sur est-ce que oui ou non les Soviétiques et les Américains vont pouvoir se rencontrer dans l'espace et se serrer la main entre Daniel Poole, qui est donc la personne racisée, donc comme on dit maintenant, donc américaine, qui donc à l'époque dans les années 80, les chances que ce soit une cosmonaute noire qui serre la main d'un Alexis Leonov local étaient proches du zéro absolu. En revanche, en 1975, il y a réellement eu une rencontre dans l'espace avec Alexis Leonov qui a serré la main, non pas de Daniel Poole, mais de Thomas Stafford, qui lui était un cosmonaute blanc, tout ce qu'il y a de très normal, hein, et surtout pas une femme, et surtout pas une femme noire, vous imaginez bien. La série est vraiment dans cette logique accélératrice, Émilie Kerbalek. Oui, justement, Daniel Poole, c'est l'un de mes personnages préférés. Et donc, elle est présente dès le début. Donc, dès les années 60, dans la série Uchronik, la NASA estime qu'il faut des personnes de couleur, comme on dit, représentées dans l'équipe de cosmonautes, d'astronautes, pardon, attention. Mais quand même, on voit bien qu'il y a une sorte de plafond de verre qu'elle a besoin de percer à un moment donné dans la saison 2. Donc là, je vais spoiler un petit peu, mais il y a cette scène que moi, j'ai beaucoup... Oui, bouchez-vous les oreilles. Il y a cette scène que j'ai trouvée hyper intéressante où elle va voir sa belle-sœur, la sœur de son mari, qui est un ancien du Vietnam. Et il y a cette discussion qui dure 1 minute ou 2 minutes, en fait. Il y a un affrontement entre les deux femmes. Et la belle-sœur lui reproche d'avoir... mis sa carrière en jeu pour sauver la peau en quelque sorte d'un de ses collègues hommes blancs. Et elle lui reproche d'avoir... elle lui demande, elle lui dit mais où est-ce que tu en es toi aujourd'hui maintenant? Est-ce que la NASA va te donner le premier rôle? En gros, c'est ce qu'elle lui dit. Et ça lui fait comme un électrochoc à Daniel Poole. Elle se rend compte que oui, il y a un plafond de verre en fait, qu'on la respecte pour ses compétences et tout, mais elle va pas au-delà. Et donc, elle se rend dans le bureau de Ed. Et puis, elle réclame le poste. Voilà, elle demande à être présente, à commander cette mission. Et c'est comme ça qu'on la retrouve. Voilà. Et c'est ce que montre cette série aussi, hein, c'est que l'idée de progrès, ça dépasse le seul domaine scientifique. La conquête spatiale est aussi un moteur social. Dans la série, la NASA est donc ringardisée car les Russes ont envoyé une femme sur la Lune. L'Amérique est forcée de réactiver le programme Mercury 13 pour inclure les femmes. La presse les a surnommées les 13 Mercury. Toutes des pilotes expérimentés avec des centaines, voire pour certaines, des milliers d'heures de vol. Elles ont passé avec succès l'intégralité des tests physiques et psychologiques administrés aux 7 hommes du programme Mercury. Le projet a été annulé avant qu'elle ne commence l'entraînement à Pensacola. Je m'en souviens bien. Cette idée faisait enrager John Glenn. Mais John Glenn ne vole plus et c'est un démocrate, donc son avis n'a aucune importance. Il y en a qui pilotent encore, ça remonte à quand ça? Une dizaine d'années? Le programme a été annulé il y a 7 ans. Sur ces 13 femmes, il en reste tout juste 2 qui pilotent toujours. Les autres ont arrêté parce qu'elles avaient des gosses, des maris, tout ça. Il reste qui? Molly Cobb. Elle a établi des records de vol longue distance en solo, remporté plusieurs courses, elle a sa qualification mono et multimoteur et elle était la meilleure des 13 Mercury. En revanche, c'est pas vraiment le genre que le président recherche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle est un peu brute de décoffrage. On veut lister l'or par Richard Burton. Nom de Dieu, c'est pas un concours de beauté, Shorty. C'est à prendre en compte. Le président voudra une femme plus séduisante pour être la première belle de lune de l'Amérique. Belle de lune? Je travaille sur un communiqué de presse. Continue à travailler. Avec un peu de chance, elle abandonnera et elle laissera sa place à la playmate du mois. Mais pour l'instant...
Patty Doyle, la seule autre membre des 13 Mercury qui pilote encore, surtout des hélicoptères. Elle a passé tous les tests du programme Mercury avec les honneurs et a fini seconde du classement derrière Cobb. On la prend. Danielle Poole. 25 ans, elle a une licence de mathématiques et de sciences. Parfait. On la prend. Attendez, on va pas la recruter juste parce qu'elle est noire. C'est exactement pour ça que vous allez la recruter. J'ai pas envie que Jesse Jackson vienne me casser les couilles. Te entendre que notre budget serait plus utile à la lutte contre la pauvreté dans les ghettos noirs. Nous allons prendre les devants cette fois. Dick, elle a 1500 heures de vol, elle a obtenu sa licence de pilote commercial et elle travaille déjà à la NASA. Elle est ingénieure avec les dames du service calcul. Vous voyez? Voilà, Molly Cobb, moi c'est un de mes personnage de fiction préféré, mais c'est aussi un hommage à une femme qui a existé, qui est Géraldine Cobb, qui fait partie du programme Mercury 13, Roland Lehoucq. Oui, alors il y a ce programme de ces femmes qui s'entraînaient pour aller dans l'espace et puis qui ont été finalement évincées au profit des mâles blancs. Finalement, faut être clair, quand il a fallu, quand il s'agit d'envoyer réellement des humains dans l'espace. Donc c'est toujours pareil, cette fiction, elle s'inspire du réel et pour le retourner et pour montrer que ces femmes finalement étaient tout à fait capables d'aller dans l'espace. Même si dans le film, Molly Cobb, on voit qu'elle est elle patate, comme on dit, quoi. Elle a une grosse énergie, elle s'en laisse pas compter. Oui, ce que je trouve très intéressant dans ce type de série, on a affaire à des séries hollywoodiennes, donc on peut se dire, il va pas en sortir grand-chose, mais il se passe beaucoup de choses dans les interstices, en fait, avec les personnages secondaires. Et l'un des personnages secondaires, c'est le mari de Molly Cobb. C'est une sorte on va dire, de psychédélique, quoi, de drogué psychédélique qui fait des œuvres noires, sombres, et qui fume. Et la scène entre Ed Baldwin, qui est un peu le cosmonaute en chef de l'ensemble de la série, et puis sa femme, qui est vraiment la pure américaine, voilà, une sorte de poupée, dans lequel il lui propose de fumer un joint, est juste hallucinante. Et c'est ça qui est toujours intéressant dans ces séries, c'est que dans les interstices, au second niveau, c'est là que se glissent les critiques de la société américaine, les critiques du conservatisme des uns et des autres. Et là, pour le coup, cette série, elle est vraiment très réussie. Après, la nuance que j'y mettrais, c'est qu'au niveau du message global, on voit bien qu'effectivement, c'est un peu comme si on était aujourd'hui, dans le troisième vol de la Starship, donc de programme Artemis, il est prévu qu'il y ait une femme noire, en fait, qui puisse prendre son envol. Donc, c'est comme si, donc, effectivement, il y a eu 30 ans d'avance à cause de cette compétition qui a continué. Mais on peut s'interroger. Est-ce que c'est pas juste, dans les deux cas, la fabrique du consentement ? Est-ce que c'est pas une façon de faire accepter un programme spatial, Artemis, aller-retour de la fusée, c'est 4,1 milliards de dollars. Derrière, il y a des intérêts militaires, il y a des intérêts privés. Est-ce qu'au fond, le fait que ça puisse avancer au niveau du genre, c'est pas une façon de faire passer la pilule de ce que ça coûte, faire passer la pilule des pouvoirs qui sont plus que jamais maintenus en place et des privilèges qu'il y a derrière? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que cette série est si révolutionnaire et si émancipatrice, ou est-ce qu'au fond, elle est juste un cran plus loin que ce qu'on avait à l'époque, bien sûr, même 10 crans plus loin, et voire un cran plus loin que ce qu'on a aujourd'hui en termes, on va dire, d'évolution, en termes d'émancipation. En même temps, ce qu'on voit justement en termes d'émancipation, Émilie Kerbalek, c'est que ces femmes qui deviennent astronautes finissent par prendre des positions de pouvoir très très fortes dans la société. Mais tout à fait, elles évoluent toutes finalement vers une forme d'émancipation. Par exemple, Hélène. Ah oui. Hélène, elle est géniale en fait. Quand même une présidente. Elle va se retrouver présidente alors qu'elle est complètement hors norme en fait dans sa vie privée. Il y a Margot qui est très importante aussi. Margot qui devient la responsable technique de tous les plans techniques. Et Karen, mine de rien, c'est la parfaite femme d'officier, officier de la marine, officier astronaute. Elle est parfaite au début, vraiment la femme au foyer parfaite. Et puis elle aussi, elle évolue, elle va s'émanciper, elle va devenir une femme d'entreprise en fait, entrepreneuse. Et non, c'est assez cool. Dans notre réalité historique, on peut quand même rappeler les femmes ont eu une réelle place dans l'exploration spatiale, qu'à partir des années 80, la première femme à marcher sur les lunes n'existe toujours pas, Roland Lehoucq. Oui, ça n'existe toujours pas. Elles ont eu le nombre d'astronautes, je ne les ai pas en tête, mais c'est sans doute pas beaucoup au regard du nombre d'astronautes masculins. On voit quand même
si on reprend que les astronautes en France, on voit qu'il y a 2 astronautes, puisqu'il y a Claudie Aigneret, bien sûr, et puis Sophie Adno, qui est astronaute, évidemment, officiellement, mais qui n'a pas encore volé, qui vient d'être sélectionnée récemment et qui volera sans doute dans les années qui arrivent, mais qui ne sont pas si nombreuses. Et si on regarde dans les astronautes européens, eh bien, on voit Samantha Cristoforetti, qui a été l'objet d'une émission récente, je crois, ici. Voilà, il y a Samantha Cristoforetti. Et voilà. Donc, ça ne fait pas non plus, vous voyez, des quantités extraordinaires de femmes qui sont présentes dans l'espace. Mais est-ce que des séries comme celle-ci, je pose la question à vous trois, mais à commencer avec vous, Émilie Kerbalek, est-ce que des séries comme celle-ci, ça peut potentiellement participer à une transformation sociale, démocratique, c'est-à-dire à faire évoluer les mentalités quelque part? Ah bah oui, moi j'en suis persuadée, en fait, parce qu'on a besoin de modèles. Donc on a besoin de modèles dans la réalité, on a besoin de femmes en sciences, on a besoin de femmes qui font de la vulgarisation scientifique, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de femmes qui vont sur la Lune, etc. Dans la vraie vie. Mais le fait de le voir raconté dans des récits comme ça, assez enthousiasmants, malgré toute la critique qu'on peut en faire, ça transforme nos imaginaires en fait. Et du coup, c'est quand même un moteur, je pense, de transformation. Mais je crois que moi j'aime beaucoup la culture pop, voilà. Et donc pendant un long moment, c'était la musique qui était le grand vecteur de la culture pop en fait, avec le punk, le psychédélique, le punk, l'électro. Et ce virus de la pop, il évolue en fait de genre en genre au fur et à mesure du temps. C'est quoi le virus de la pop? C'est ce qui fait en fait que les jeunes générations vont considérer les vieilles générations comme des vieux crétins qu'il faut mettre à la poubelle. Et mais cette logique pop, c'est un peu Elvis Presley. Hein, c'est Elvis Presley qui se retrouve. Il faut pas qu'il bouge comme il bouge et qui avoue à un moment donné qu'il est inspiré par le blues, alors que les blancs de son camp considèrent que c'est la musique du diable. Donc ce virus pop, il est très important. Et aujourd'hui, il est moins dans la musique. Il a été un peu dans le jeu vidéo, il est dans les séries, en fait. Voilà. Hein, il vient du fait que les scénaristes, pour pouvoir séduire la jeune génération, ils ont plutôt intérêt à être dans le transgenre, à être plutôt émancipateur par rapport aux questions sexuelles, par rapport aux questions de mœurs, par rapport à beaucoup de ce type d'enjeux, voire parfois des enjeux politiques, s'ils veulent réussir à séduire. Alors il y a toujours de l'ambiguïté, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose de l'ordre de la pop culture qu'on retrouve dans une série comme For All Mankind, comme dans bien d'autres séries comme Severance, avec une part critique et avec aussi ce qui peut potentiellement énerver la vieille grand-mère ou le vieux grand-père qui va se dire « mais non, c'est pas comme ça, quoi. J'ai une présidente qui fait son coming out homosexuel, alors en plus qu'elle a été élue républicaine, c'est juste pas possible. C'est une fille de Reagan qui dit je suis homosexuelle. Mais c'est quoi ce truc? Non, c'est pas possible que les choses reviennent comme il faut. L'avortement terminé. Non, les femmes doivent rester à la maison. Voilà. Donc, voilà, on imagine la dispute en fait. Et ce type de série peut créer des disputes dans l'Amérique profonde. Mais justement, on va voir comment cette série peut continuer encore à créer des disputes, comment elle interroge notre monde réel. Elle pose une question, qu'est-ce qu'une bonne exploration spatiale? On continue de répondre à ces questions dans quelques instants. As the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Make your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration.
Karminski Experience, Exploration, en direct sur France Culture, car nous parlons d'une série qui réécrit l'histoire de l'exploration spatiale. Nous parlons de la série For All Mankind, avec Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, Émilie Kerbalek, novelliste et romancière de SF, et Ariel Kirou, auteur d'essais également de science-fiction. Nous parlons donc de cette série de science-fiction, et puis on arrive dans la saison 3, on arrive dans une logique de conquête martienne. On voit alors une sorte d'Elon Musk, afro-américain. C'est finalement un peu le miroir de notre présent. Ariel Kirou, comment la série envisage-t-elle le développement de l'exploration spatiale avec l'arrivée de ces entreprises privées ? Alors oui, le personnage, il s'appelle Dev Ayesa, c'est le PDG de Helios Aerospace. Donc c'est vrai qu'on ne peut que constater la proximité par rapport au rêve de la Silicon Valley. Ce qui, moi, m'a assez amusé, c'est qu'il se présente réellement comme une sorte il présente sa société Helios comme une sorte de phalanstère, société hyper démocratique, vous savez, ce qu'on appelle la sociocratie, où tout le monde a part au vote, une sorte d'utopie d'entreprise. Bon, et très vite, évidemment, on se rend compte que derrière cette utopie apparente, où tout le monde, un homme, une voix, au fond, c'est une boîte comme une autre, avec un patron un peu dictatorial, qui est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, même si effectivement c'est un homme noir dont on pourrait croire qu'il soit aussi plus évolué. Non, effectivement, ce personnage, il représente le New Space, il représente une vraie fausse utopie libertarienne. Et dans le cadre générique de l'histoire, il représente aussi une concurrence. C'est-à-dire qu'il y a eu ce combat en fait entre les États-Unis et l'Union soviétique. D'ailleurs, on en reviendra peut-être, mais Gorbatchev est toujours là, en fait, alors que dans les années 90, bizarrement. Donc il y a eu ce combat. On se rend compte, il y a même eu, c'est un Coréen qui est le premier à mis les pieds en réalité sur Mars. Donc tout le monde a participé en quelque sorte à ce combat. Et le fait qu'il y ait des entreprises privées qui rentrent dans le jeu, ça complexifie encore les choses, ça complexifie les questionnements, les enjeux, même si effectivement, malgré les apparences, ça ne change pas forcément le pourquoi, le comment et le pourquoi on y va. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Et qu'est-ce que ça nous apporte? Oui, Roland Lehoucq, c'est une critique à peine voilée de la vie réelle, en particulier de l'entrée dans la danse spatiale de milliardaires et de leurs sociétés privées. Oui, alors c'est vrai que ces milliardaires rentrent dans la danse du privé. Il y a aussi, la NASA a des intérêts à ce que ça se passe aussi comme ça, parce que peut-être ça réduira les coûts, peut-être ça taillera des croupières aux concurrents européens, l'air de rien, qui sont bien mal en point pour l'instant avec un manque de fusées, de lanceurs disponibles. Et donc cette émergence du privé, en fait, c'est finalement un retour presque aux sources de ce qui était imaginé dans l'espace. Quand on voit Jules Verne, la conquête de la Lune dans Jules Verne, c'est des privés qui font ça. Dans le réel, c'est pas les privés qui ont fait ça. Ce sont alors d'abord les premiers inventeurs, des gens comme Robert Goddard, c'était sur leur propre fonds, puis ensuite financé pour partie par des intérêts privés ou par des intérêts d'État. Et ensuite, ce sont les États qui ont été dans l'espace. Le coût d'entrée était tellement énorme, les risques étaient tellement énormes. Ce sont des États, on l'a vu avec évidemment les pays européens, la France en particulier, les États-Unis bien sûr et l'Union soviétique, la Chine maintenant. Et le développement du privé ne se fait que grâce à l'État, de toutes les façons possibles, à la fois en prenant les avancées techniques qui ont été faites et en les portant certes à un autre niveau, mais en prenant les avancées techniques déjà faites, en se nourrissant des contrats d'État, parce que Elon Musk, il vit aussi beaucoup des contrats d'État, des contrats fédéraux et notamment des contrats militaires, et donc il y avait l'idée que peut-être que c'est ça qui va lancer ce futur écosystème astrocapitaliste, pour reprendre un terme d'un futur livre d'Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin, qui va raconter l'histoire de la conquête spatiale réelle, des fusées nazies à l'astrocapitalisme moderne. On voit que finalement, ce n'est dans For All Mankind, ce n'est peut-être pas autre chose que la chose dont on rêve. C'est une sorte de, ça pourrait être lu par certains comme un mode d'emploi plutôt que comme une critique. Ils ont un mot d'ailleurs, ils parlent de l'évidence spatiale. C'est le terme qu'ils utilisent. On a tous les deux discuté avec eux, c'est pour ça qu'on le sait, alors que le bouquin ne sort qu'en février. Mais l'évidence spatiale, c'est en fait tout faire pour qu'on accepte quelque part cette course, sans l'interroger. Sans dire, mais à quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon, exactement. Voilà. À quoi bon? Et que ça n'a pas d'évidence particulière, parce qu'en plus c'est extrêmement dangereux d'aller dans l'espace, pour des humains en tout cas, c'est extrêmement dangereux de 1000 façons. Et donc cette évidence, elle mérite d'être interrogée. D'autant plus, alors
intrinsèquement, est-ce que c'est si évident que ça? Mais en plus, dans un contexte actuel de réchauffement climatique, de minéraux qui vont servir pour tout un tas d'autres choses, de transition énergétique, etc., etc. Bref, ça mérite, le spatial, comme beaucoup d'autres très grosses industries, mérite d'être interrogé à cette aune-là aussi. Interroger cette course, hein, c'est ce que fait justement la série. Hein. Qu'est-ce qu'une bonne exploration spatiale? La question est posée à ce moment-là. Je suis désolé de pas te l'avoir dit, mais j'ai été obligé de signer un accord de confidentialité complètement débile. Ils t'inventent de ces conneries dans le privé. Alors, de l'eau à l'état liquide. Ouais. Si les analyses des Russes sont exactes, on a trouvé la ressource qui permettrait une colonisation humaine à grande échelle. Tu t'en rends pas compte, papa, c'est plus que ça. S'il y a de la vie quelque part sur cette planète, c'est forcément dans l'eau. Pour qu'il puisse y avoir de la vie, il faut du soleil, sinon il peut pas y avoir de photosynthèse. Oui, sauf que mon équipe et moi, on a trouvé de la vie sous un glacier en Antarctique dans les mêmes conditions. Mais là, c'est différent. Oui. C'est beaucoup plus important. On parle de découvrir la vie sur une autre planète. Ça changera complètement notre conception de l'espèce humaine. De nos origines et de notre avenir. Enfin, sauf si vous la tuez avant, évidemment. On fera tous les tests nécessaires sur le premier échantillon, t'inquiète pas. On vérifie qu'il n'y a rien avant de commencer à recueillir de l'eau. Il faut que je voie ces échantillons. Mon équipement est plus sensible que celui des Lios ou des Russes. Ça va plus loin que ça, ok? Il faut que je participe, je t'assure. D'accord. Ok. T'as gagné. Encore une fois. Je verrai ce que je peux faire. Merci, papa. Voilà, faut-il privilégier l'exploitation à l'exploration? Ça, c'est la question qui est posée à Ariel C'est Pirot. un moment génial qu'effectivement j'avais retenu, que j'avais coché en notant. C'est dans l'épisode 6 de la 3e saison. Et c'est un dialogue entre Kelly, qui est une jeune scientifique d'origine vietnamienne, qui a été adoptée par notamment Ed Baldwin et sa femme Karen, Ed Baldwin, avec qui il discute, qui est l'archétype du cosmonaute, de l'astronaute américain. Bon, et c'est un dialogue, c'est le premier moment où est vraiment questionné ce jeu entre la recherche scientifique, la logique non pas de conquête, mais d'exploration, face à la logique de colonisation. Et ça, c'est un enjeu majeur, parce que si l'enjeu est la connaissance, on n'a pas besoin d'envoyer des gens partout. En fait, je veux dire, il y a le télescope James Webb, il y a plein d'autres solutions qui nous permettraient, pour beaucoup moins cher, de continuer à explorer d'un point de vue scientifique. Et là, effectivement, ce qu'elle dit, c'est la question de l'eau, c'est la question de la vie. Ça, c'est ce qui nous fascine, c'est ce qui fait qu'on regarde toujours vers les étoiles. Mais est-ce qu'on est pour autant obligé d'envoyer des armadas de personnes pour coloniser Mars et y vivre? Parce que quand même, c'est un paradis extraordinaire, hein. Mars, j'en suis pas sûr. Et là, la question est posée et je suis très très curieux de savoir si dans la saison 4, ça va continuer sur ce registre-là. Parce que là, on va parler d'exploitation minière et de plein d'autres choses. Sur la question des ressources, l'eau est la ressource absolument fondamentale, devant absolument n'importe quel autre matériau qu'on pourrait récupérer ailleurs. Parce que quand vous avez de l'eau, d'abord les humains peuvent boire, tout simplement, il faut éventuellement la traiter un peu. Et si vous avez de l'électricité, ce qui n'est pas si difficile à faire, il suffit d'avoir soit des panneaux solaires photovoltaïques. Sur Mars, ça joue parce que la durée du jour martien, c'est en gros la durée du jour terrestre. Sur la Lune, il faut être un peu précautionneux parce que la durée du jour lunaire, c'est 2 semaines. Donc il y a 2 semaines de jour, 2 semaines de nuit, donc il faut être un peu malin. Si vous êtes dans les pôles, vous vous mettez avec des panneaux solaires au sommet d'un cratère qui voit toujours le soleil et vous regardez la glace d'eau qui est au fond des cratères qui ne voit jamais le soleil. Et si vous avez de l'eau, par électrolyse, vous avez du dioxygène, vous respirez. Donc il y a déjà 2 ressources fondamentales qui permettent aux humains de ne pas mourir bêtement en 3 jours, l'oxygène et l'eau. 3 jours, parce que sans eau, vous êtes mort en 3 jours. Après, il faut amener des choses, hein. Il faut de la tech, il faut des choses, il faut de la bouffe, il faut plein de trucs. Mais avec ça, déjà, vous avez, disons, avancé de beaucoup dans les conditions de vie pour les humains. Émilie Kerbalek, vous souhaitez réagir? Non, mais c'est une vraie question. Aussi, je voulais juste dire par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'il y a une question importante qui est posée dans la saison 2 aussi, au cours d'un dialogue. C'est dans le cadre de la compétition entre la Russie et les États-Unis. Il y a une personne, le représentant de la NASA ou je ne sais plus quoi, qui dit nous, on est une agence d'exploration scientifique, et la personne en face de lui qui représente le Pentagone ou le gouvernement lui dit on n'est plus c'est plus le temps de l'exploration, ça s'est terminé. On passe à des choses plus sérieuses en quoi. Oui, ce qui laisse supposer que l'exploration a peut-être servi de faire valoir, enfin de justificatif, on en parlait tout à l'heure, pour dire on va dans l'espace,
avec des machines, mais aussi avec des humains. On va dans l'espace. La simple possibilité d'aller dans l'espace, les premières fusées sont donc des missiles. Donc il y a toujours quelque chose qui n'est pas sans rapport avec les questions de défense. Il y a d'ailleurs ce bouquin qui est paru il y a quelques années de Neil deGrasse Tyson, cet grand astrophysicien américain qui est un très grand vulgarisateur de l'astrophysique américaine, qui s'appelle Accessory to War, The Unspoken Alliance Between Astrophysics and the Military. Donc l'idée est que l'astrophysique, l'exploration spatiale de notre environnement proche et éventuellement l'environnement lointain, a toujours été comme un justificatif, comme un faire-valoir de cette expansion aussi qui était vue du point de vue de la défense. On comprend assez bien qu'être à 300 ou 400 km d'altitude, ça donne des avantages sur celui qui n'y est pas. Il y a ceux qui ont les fusils et ceux qui creusent. Bon, il y a ceux qui sont dans l'espace et ceux qui sont au niveau du plancher des vaches. On est dans une sorte de course à l'armement et de course à l'espace, une logique qui fonctionne à vide, en fait, toute seule, complètement déconnectée, en fait, de la réalité sur Terre. Une fois que les accessories ne sont plus utiles, eh ben, on y va franco, parce que du coup, on est dans une logique qui s'auto-entretient. Les Russes, ils sont là, ils font des trucs, donc il faut qu'on réponde. Alors, ils envoient des machins, on met des fusils, on fait ci, on fait ça, puis chacun, après, ça tourne tout seul, avec une raison initiale qui était absolument inexistante. Et maintenant, sans même parler... Et présente. Sans même parler de l'aspect militaire, maintenant on est dans une logique commerciale. Puisque les Américains vont y aller, etc., il va falloir que nous aussi on y aille. Donc on a l'Inde, on a l'Arabie Saoudite, l'Europe aussi, elle veut un vol habité, etc., etc. Parce que si on n'est pas sur place, on va se faire évincer. Et on n'aura pas de part du gâteau commercial, les 1000 milliards de dollars de bénéfices. C'est ce qu'on appelle une fiction. C'est ce qu'on appelle une fiction à portée philosophique. C'est-à-dire elle fait réfléchir, elle fait penser, au-delà même du divertissement. Et ça, c'est précieux, parce que justement, comme il n'y a pas de prétention à la vérité, on peut s'y projeter et on peut débattre. Là où ceux qui nous disent la vérité est là, non, elle est là, c'est beaucoup plus compliqué. L'intérêt des fictions, c'est écrit dessus, qui a marqué fiction. Tout à fait. Une fiction à portée philosophique, mais quand même, il y a une question qui n'est pas posée. On est dans une série qui est le miroir de nos problématiques contemporaines, et pourtant, il n'y a aucune question environnementale, pas de crise climatique. Comment vous regardez ça, vous, Ariel Kirou? Alors oui, c'est peut-être l'élément le moins réaliste de la série. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a un tout petit moment sur la fin. Je me demande si c'est pas dans le premier épisode de la nouvelle saison. J'ai l'impression que la question va commencer à poindre. Voilà. Alors, on va voir. On va voir, parce que effectivement, quand on parle d'exploration, exploration et conquête, je veux dire, il faut bien voir que l'espace, c'est par essence un espace technologique, parce qu'on ne peut pas vivre sans technologie là-bas. Donc c'est le plus technologique des espaces, mais avec l'exobiologie, l'astrophysique, c'est aussi un espace écologique, parce qu'effectivement, c'est un autre univers, un autre système qu'on étudie, et il n'y a pas de meilleure façon d'étudier que d'aller voir ailleurs et de pouvoir comparer. Donc c'est à la fois le plus écologique et le plus technologique. Bon, l'écologie, pour l'instant, n'est pas très présente. Roland Lubic. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est effectivement le point de mauvaise qualité scientifique, si j'ose dire. Ce serait ça. Il y a l'écologie absolument pas présente. Ils sont partis pour le glorieux écrasement des écosystèmes. Il n'y en a pas d'écosystème pour la fin. Le glorieux écrasement de ce qui se passe ailleurs et qui n'est pas sur Terre. Et s'il y avait des écosystèmes, ils seraient glorieusement écrasés, comme on le voit dans Avatar. Ouais, c'est le gros non-dit de cette série. Oui, c'est ça. Les progrès ont précipité l'abandon du pétrole. On a découvert la fusion nucléaire. Voilà, c'est vite dit. Voilà. C'est sans doute dans l'idée qu'on imagine aussi puisque la Terre est finie, désespérément finie, et qu'il faudrait bien... On veut penser l'infini dans un monde fini, ce qui est quand même compliqué. On veut rêver d'infini dans un monde fini, ce qui n'est pas facile. Eh bien, c'est pas très grave. Si on va dans l'espace, on va exploiter les autres planètes, les astéroïdes, etc. etc. Et du coup, en fait, la Terre n'est pas finie, puisque en fait, on est dans le système solaire maintenant. Il est fini aussi, mais il est grand. Et vous inquiétez pas, le coup d'après, ça sera les vaisseaux interstellaires. Voilà, et petit clin d'œil quand même, c'est que le plus grand auteur de science-fiction de l'espace proche et du système solaire, Kim Stanley Robinson, qui vient de sortir donc en France Le Ministère du Futur, est quand même à la fois l'auteur de la trilogie martienne, qui est une référence absolue du milieu des années 90, et c'est aujourd'hui l'auteur de science-fiction le plus radicalement écologiste qu'on puisse imaginer. Il est en avance sur For All Mankind. Alors, moi, je suis pas en avance sur mon programme. Sur mon programme, je vois l'heure qui continue d'avancer. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Comment on fait de la prospective et que cette saison 4 vient tout juste de commencer, qu'il y a 10 épisodes qui nous attendent. À quoi peut-on s'attendre justement pour cette saison 4 qui part justement sur cette idée de la conquête des astéroïdes avec le premier pas de l'homme sur un astéroïde? C'est comme ça que commence le premier épisode. Ariel Kirou. Moi, ce que j'espère, c'est
la logique de l'exploration minière. Hein, donc, le premier épisode, donc, c'est un léger spoil, en fait, il traite notamment d'aller chercher donc, un astéroïde pour pouvoir en tirer peut-être les terres rares ou je ne sais quel type de minerai. Donc, c'est un grand fantasme aujourd'hui hein, des startups de l'espace. Hein. Mission Psyché de la NASA. Voilà, là, pour le coup, c'est une sorte d'obsession absolument incroyable. Et cette obsession, elle pose la question de l'énergie. Elle pose la question de la nécessité pour nous tout simplement, vu nos modes de vie, en tout cas, à moins de les changer assez radicalement, elle pose cette question-là. Cette question-là, elle est évidemment intimement liée à l'écologie. Donc, la vraie question que je me pose, c'est, puisqu'ils ont commencé avec cet astéroïde, c'est est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout et est-ce qu'il va y avoir, pour le coup, des vrais écologistes radicaux qui vont mettre un peu le chaos dans tout ça? Je sais pas, j'espère. Émilie Kerbalek, justement, que pouvons-nous attendre de cette saison 4 qui se déroule dans les années 2000? Je pose la question d'autant plus que vous aussi, vous êtes une écrivaine d'Uchronie. Oui, c'est justement des thématiques que j'aborde dans mon roman Les Champs de Newing. Mais donc, je sais pas trop, mais j'ai un peu peur en fait que les écologistes peut-être apparaissent dans la 4e saison, mais soient représentés comme des grands méchants. Voilà, ceux qui empêchent de rêver en rond, ceux qui sont contre le technosolutionnisme. Voilà, ceux qui empêchent le progrès. Voilà. J'ai un petit peu cette peur-là, mais on va alors voir. que Kim Stanley Robinson, lui, il croit qu'il y a des vies ailleurs, mais que ça sert à rien de vouloir y envoyer les humains, que les Non conditions seulement que politiques ça ne sont sert pas à rien, mais réunies. dans Aurora, il démontre en fait, en quelque sorte, que c'est impossible pour la physiologie humaine de s'adapter à une autre Ouais, planète. tout En à fait. fait, tout à fait. Donc, il n'y a ni planète B, ni espace de survie pour les humains en dehors de la Terre, finalement. Et que donc, cette série-là, alors si elle fait peut-être pour partie, parce qu'encore une fois, elle peut être vue aussi comme un mode d'emploi. Pour certains, vont la voir comme un mode d'emploi, un peu comme d'ailleurs le genre de science-fiction cyberpunk, qui est d'abord aussi une critique, d'une certaine façon, disons, de l'alliance d'un capitalisme débridé avec une technologie hyper puissante, hyper développée, et bien, qui a été vue comme une critique. Il y en a d'autres qui le voient, enfin, qui le voient peut-être vraiment comme un mode d'emploi, comme oui, c'est pas mal de faire comme ça finalement. Il y a du business à faire. Et donc cet aspect de exploitation des astéroïdes, eh bien, c'est discuté. Des gens en discutent concrètement maintenant. Concrètement, il y a même des États. Le Luxembourg s'est même doté d'un arsenal juridique pour pouvoir déposer une société aisément, une société qui voudrait exploiter les astéroïdes. Et donc il y a toutes ces questions-là qui sont posées dans la série. Mais voilà, ce qui sera intéressant, c'est comment est-ce qu'ils vont les traiter, comment est-ce qu'ils vont mettre ça en valeur. Bon, pour faire une série intéressante, je comprends leur intérêt, c'est aussi que la série soit regardée, soit vue et se vende d'une certaine façon, mais aussi qu'est-ce qu'elle peut glisser comme élément de réflexion dans les interstices dont parlait Ariel tout à l'heure. Voilà, c'était de la SF plutôt optimiste et utopique pour le moment. On verra pour la suite. En plus, Ronald Moore prévoyait potentiellement d'aller jusqu'aux années 2050 avec une saison 6 et une saison 7. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Il est temps. Désolé d'avoir un peu hacké l'émission. Pas de problème. On retrouve à présent Alexandra Delbo et sa chronique avec Science.